Bonjour, ici Mylène Gagnon, directrice de Table Forêt Laurentide, votre organisme d'éducation forestière. Bienvenue à cette nouvelle émission de Entre l'arbre et l'écorce. Aujourd'hui, on se déplace au boisé Von Allmen, un boisé qui a été aménagé il y a une vingtaine d'années, pour aller à la rencontre de travailleurs du secteur de l'aménagement forestier. Donc, on aura l'occasion de rencontrer 3 travailleurs. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'émission, on a encore une présentation de l'arbre de la semaine. Donc, les métiers de l'aménagement forestier, qu'est-ce que c'est? Donc, que ce soit autant en forêt publique qu'en forêt privée, nos travailleurs en aménagement forestier ont à cœur l'aménagement de la forêt dans une perspective de préservation pour les générations futures. Ils ont tout intérêt à ce que la forêt se régénère parce que c'est leur gagne-pain. Donc, ce sont des gens de cœur et des passionnés que vous aurez l'occasion de rencontrer. Donc, que ce soit autant au niveau du professionnel, du niveau collégial ou du niveau universitaire, il y a une panoplie de carrières qui sont disponibles, autant diversifiées et aussi diversifiées que les essences d'arbres qu'on retrouve au cœur des Laurentides. Qu'on pense à l'ouvrier sylvicole, au technicien ou au technologue forestier, à l'ingénieur forestier, au biologiste, ce sont toutes des carrières qui sont reliées de près ou de loin à l'aménagement de nos forêts. Ici, à la coopérative, pour mon poste, à tout le moins, oui, il y a une bonne partie de travail de bureau à faire, études de cartes, écriture de rapports, etc., etc. Fait que oui, il y a quand même une bonne partie de bureau à faire, informatisé, cartes géomatiques, etc., etc. Puis un technicien forestier, ça fait quoi dans la vie de tous les jours? Essentiellement, son rôle, c'est d'aller collecter des données en forêt. Ces données-là peuvent être multiples, peuvent être les arbres, peuvent être des plantes, etc., etc. Mais essentiellement, sa job, c'est d'aller collecter des données en forêt pour après les analyser avec l'aide de l'ingénieur forestier, puis en sortir des rapports et ainsi de suite. Mais essentiellement, sa job, ça pourrait se limiter à ça, on pourrait dire. Chez Terre à Bois, le rôle est quand même plus large que ça, dans la mesure où on réalise des travaux d'entretien de la forêt. Fait qu'à ce moment-là, le technicien peut, avec l'aide de l'ingénieur, recommander des travaux, par la suite aller superviser ces travaux-là avec les ouvriers sylvicoles qui vont réaliser les travaux. On dit souvent que l'ingénieur forestier, c'est un peu comme le docteur de la forêt parce qu'il fait des prescriptions. Si on voulait faire continuer le comparatif avec le technicien? Il va se situer un peu entre, je vais dire, l'infirmière auxiliaire et l'infirmière en tant que telle. Dans la mesure où, au même titre qu'une infirmière va administrer, par exemple, les médicaments que le médecin a prescrits, bien, le technicien va administrer le traitement sylvicole que l'ingénieur a prescrit. Donc, lui-même va aller marquer des arbres, va, par exemple, rubaner des zones de protection. Fait que oui, un petit peu, là, je le dirais, l'infirmière ou l'infirmier, l'infirmière. Puis avec quel outil vous partez pour travailler? Avant d'aller sur... J'imagine que ce que vous faites au bureau, c'est avant d'aller sur le terrain ou... Encore là, c'est un peu avant, pendant, après. Donc, par exemple, avant, on va faire des études de cartes. On va analyser la forêt de façon cartographique, la forêt qu'on veut étudier en tant que telle. Donc, on va préparer le travail à ce niveau-ci. On va se faire des plans de sondage pour aller étudier en forêt. À partir de là, bien, on va mettre l'information dont on a besoin dans ce qu'on appelle un GPS. Nous, on utilise une forme de tablette et cette tablette-là va nous servir à aller prendre les données, à se diriger en forêt, etc., etc. Fait que oui, il y a une partie avant, une partie pendant les travaux, comme je disais, bien, c'est toujours le même processus qu'on va visiter les travaux qu'on a recommandés, qui sont en mode d'exécution. Il y a souvent des rapports à écrire aussi, par exemple, avant
la réalisation des travaux, ben, on fait ce qu'on appelle une prescription forestière avec l'ingénieur forestier. Fait qu'au travers de tout ça, il y a quand même des rapports de temps en temps à rédiger, etc., etc. Fait que ça vient pendant, avant, pendant, après. C'est un processus qui est en continu là, quand on est en train de réaliser des travaux d'aménagement forestier. Le saviez-vous? Le plus vieil arbre du Québec est un thuya, qui a probablement 1000 ans. Il vit sur une île du lac du Parquet, près de Rouyn-Noranda. L'arbre doit faire 20 à 30 cm de diamètre pour 4 à 5 mètres de hauteur, ce qui est caractérisé par une croissance très lente. Donc, son bois est très dense et le cœur de l'arbre est moins sensible à la pourriture. En fait, chez TerraBois, on est 2 biologistes puis une technicienne en écologie. On travaille principalement dans le domaine de l'environnement. On va venir en appui aux forestiers, notamment pour les plans d'aménagement de la forêt. C'est nous qu'on fait les recommandations phoniques. Donc, on va venir donner des recommandations par rapport à l'habitat, pour améliorer l'habitat de certaines espèces ou encore pour protéger des éléments sensibles. Mais principalement aussi, on fait des études de caractérisation écologique. Donc, on est vraiment un département un peu à part. On va venir en appui comme expert conseil pour des municipalités, des particuliers qui ont besoin de faire caractériser leur terrain pour des permis municipaux, pour des autorisations au ministère. Là, je vais faire un peu l'avocat du diable. On pense souvent plus que les forestiers, c'est des destructeurs de forêt, puis les biologistes, c'est les conservateurs de la forêt. Fait que là, est-ce que ça fait une espèce de climat un peu particulier entre les deux? On vient apporter une nuance certainement. Notamment dans les PAF, on fait des recommandations phoniques qui souvent vont à l'encontre de la récolte que les forestiers aimeraient faire. Par exemple, quand on a un peuplement très mature, qui sont, ça c'est des forêts plus rares, on retrouve de moins en moins de forêts très matures, très vieilles. Là, nous, on va recommander de conserver des chicots, des arbres morts ou des arbres dépérissants, parce que c'est des arbres qui sont extrêmement utilisés par la faune. Donc, côté biodiversité, c'est super important. Puis ça, les forestiers ont davantage le réflexe, eux, de récolter ces arbres-là. Un arbre dépérissant, on va le récolter parce qu'on peut encore s'en servir comme bois de chauffage, par exemple. Donc oui, c'est 2 mentalités différentes, mais on essaie de trouver le juste milieu. Puis comme je disais, c'est ça, on apporte des nuances au point de vue forestier, finalement. Biologiste, à la base, ça prend juste un baccalauréat. La plupart des gens font une maîtrise, par exemple, parce que c'est juste plus facile de se trouver un emploi après, puis on est plus spécialisé aussi. Moi, j'ai fait un bac en biologie, puis j'ai fait une maîtrise en administration. Ça prend, faut reconnaître et identifier beaucoup d'espèces. Donc, un bon sens de l'observation, beaucoup de capacité de communication parce qu'on est toujours amené à travailler en équipe, à intervenir au niveau des municipalités pour la réglementation ou avec le ministère. Puis encore une fois, contacter les clients, faire des recommandations. Ça prend aussi, je dirais, une certaine rigueur professionnelle. Des fois, c'est difficile d'interpréter les règlements, mais bon, il faut y aller avec professionnalisme et minutie. Il faut avoir certaines aptitudes en sciences, il faut être bon en sciences parce qu'il faut quand même faire le cégep en sciences de la nature. Donc, être capable de faire des maths fortes au secondaire au minimum. C'est quoi le plus wow dans ton métier, quand tu regardes ce que tu fais? Là, tu te dis, ça, là, c'est ça qui fait que je m'accroche à ça. C'est vraiment le fun de pouvoir faire du terrain. Donc, on peut être à l'extérieur pendant la saison estivale, se promener dans des super de belles forêts. Ça, c'est le fun. Puis, on peut aussi faire du bureau. Donc, on a comme le meilleur des 2 mondes. C'est comme un emploi hybride, finalement.
Puis ça nous permet de, ben oui, de voir des beaux milieux, puis aussi de permettre de les protéger dans certains cas. Des fois aussi, on va voir ces beaux milieux-là se faire détruire. Ça, c'est comme un peu l'envers de la médaille. Côté défi, je dirais, au niveau réglementaire, la réglementation environnementale est assez lourde, elle change souvent, elle est mise à jour constamment. Fait qu'il faut réussir à se tenir à jour là-dedans, puis à se retrouver aussi là, pour bien conseiller les clients, puis avoir les bonnes recommandations dans nos rapports. Donc ça serait un des défis principaux. Si tu avais un message à lancer à une relève qui voudrait aller étudier en biologie, ce serait quoi? Bien, je dirais, allez-y, c'est un super de beau métier. Ça permet d'être dehors, d'aller jouer dehors, puis on a besoin d'une relève passionnée. Alors, let's go! Ici, on est dans un beau petit milieu humide. Ça serait un marécage arborescent. On a plusieurs espèces d'herbacées qui sont des plantes qui vont pousser vraiment plus dans des milieux où il y a de l'eau une grande partie de l'année. On a du houx verticillé, ici de la Laportea du Canada, des carex, toutes des plantes qui aiment l'eau. Et donc, c'est à partir de ces espèces-là qu'on va délimiter le milieu humide. Alors, j'ai du petit ruban ici, et puis on vient placer les rubans à la limite du milieu humide. On prend des points aussi avec notre tablette, comme ça on va pouvoir faire une cartographie du milieu humide, déterminer où est situé dans le terrain et aussi sa dimension. Donc nous, on utilise une méthode pour déterminer si un milieu est humide ou pas. C'est basé sur des signes comme la végétation et les sols. Et dans un milieu humide, c'est un milieu qui va être influencé par l'eau pendant une certaine période de temps, assez longtemps pour influencer la végétation et les sols. Donc si on creusait un trou ici, on verrait que le sol est typique des milieux humides. On retrouve aussi dans les milieux humides des espèces spécifiques, donc nous on se fie sur une liste des espèces qui sont hygrophytes, donc qui aiment l'eau. Ici on retrouve par exemple de l'orme d'Amérique, du frêne noir, on a aussi du chêne bicolore, donc toutes des espèces d'arbres qui vont se retrouver en général là, le plus souvent dans des milieux humides. On utilise aussi les signes biophysiques pour identifier les milieux humides. Comme ici, on remarque que la litière est très noirâtre. Ça, c'est dû au fait qu'il y a de l'eau sur une longue période de temps. Le sol va être mou aussi, puis si on creusait, probablement qu'on trouverait la nappe à moins de 30 cm. Si vous remarquez ici, on a une belle ligne de mousse avec de l'écorce érodée. Donc ça encore, c'est un signe de présence d'eau sur une grande période de temps. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ces signes-là pour identifier les milieux humides et les délimiter. La question du jour. Je me cherche un métier dans l'emménagement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Si tu aimes travailler à l'extérieur, que tu aimes voyager partout au Canada et que tu aimes les défis sportifs, peut-être que tu devrais penser à être reboiseur. Les reboiseurs, ou aussi appelés planteurs d'arbres, replantent diverses essences d'arbres pour enrichir et régénérer la forêt après une récolte forestière. C'est un travail très physique qui nécessite beaucoup de connaissances. C'est un art de replanter des arbres. Il faut savoir la bonne technique pour pouvoir planter des arbres efficacement et correctement. En plus, c'est un métier avec plein d'avantages. Tu peux travailler 3 à 6 mois par année et ensuite te consacrer à tes autres projets. C'est un métier où tu es payé par ta performance. Donc, tu peux vraiment te dépasser dans ton boulot. Un Gaspésien a même battu le record mondial en 2021 d'arbres plantés en 24 heures, avec 23 060 arbres plantés, soit un arbre toutes les 3,75 secondes. Si tu as envie d'être reboiseur, tu peux faire un DEP en emménagement forestier ou en travail sylvicole, mais plusieurs entreprises peuvent te former à même le terrain. Si tu veux plus d'informations, tu peux aller voir le site touchedubois.org.
Oui, bien en fait, l'idée, le travail principal du technicien forestier, c'est de collecter des données en forêt. Donc, ce qu'on va faire, on va mesurer des arbres, on va les analyser, on va voir s'ils ont des maladies, s'ils sont en santé, c'est quoi les essences qu'on retrouve. Et en collaboration avec un ingénieur forestier, on va faire des recommandations ou autre chose, mais à tout le moins, il y a certains endroits, on va faire des recommandations pour entretenir ce boisé-là. Globalement, là, à la coopérative, c'est le gros du travail du technicien forestier. Par la suite, on travaille en collaboration avec Martin parce qu'il y a des travaux sylvicoles qu'on va recommander et Martin, c'est lui qui va les exécuter, ni plus ni moins, là, après que j'aille marquer les arbres, identifier des zones de protection, etc., etc. C'est Martin qui va faire les travaux en tant que tel. Bien, moi, ma famille étant des travailleurs forestiers, mon père était travailleur forestier, mes oncles avaient une compagnie forestière, donc j'ai appris à travailler avec eux, puis avec le temps, j'ai continué dans ce domaine-là. Comme qualité, bien, ça prend... C'est sûr qu'il faut aimer un peu la solitude, parce que des fois, on est tout seul en forêt. Il faut aimer la forêt, il faut aimer la nature. Il faut aimer Dame Nature aussi. C'est pas toujours facile de travailler avec Dame Nature. Donc, il y a des inconvénients aussi, mais c'est ça. C'est ça qui me motive à travailler dans ce domaine-là. Avec Martin d'expérience, ça fait des années qu'il fait le travail. Il y a une confiance qui s'est installée aussi. Mais globalement, oui, on est toujours en constante communication. Souvent le soir, téléphone, puis comment ça avance, c'est quoi qui se passe. Moi, Martin me répond, oui, tout va bien, ça avance bien, etc., etc. Fait que, bien sûr, c'est constamment en communication. Pour une journée type, pour commencer, c'est que le matin, très de bonne heure. Ma journée commence vers 7 heures environ et puis se termine vers les 3-4 heures en après-midi. Et puis, j'exécute les travaux que le technicien m'a donnés. Ça peut être de l'abattage d'arbres, ça peut être de l'éclaircissement de jeunes bois, ça peut être de la plantation d'arbres aussi que je fais, conduire de la machinerie, j'en ai déjà fait aussi, une débusqueuse, des choses comme ça. Fait qu'il y a différents travaux, ça dépend toujours, c'est quoi le type de travail qu'on a à faire. Puis, il y a quand même un élément de sécurité aussi quand on travaille avec des arbres qui peuvent avoir parfois 30 mètres de haut. On ne peut pas avoir deux travailleurs qui sont côte à côte. Il faut quand même les distancier pour un élément de sécurité. Même s'ils travaillent, même s'ils sont en équipe, ils vont travailler dans leur coin seul et l'autre travailleur va travailler dans son coin seul aussi, là, justement pour un élément de sécurité, là, pour pas qu'il y ait un travailleur qui ne sait pas que l'autre est à proximité. Là, fait que... Côté formation technicien forestier, pour ma part, je ne parlerai pas pour mon propre cas parce que j'ai fait le détour long. J'ai un diplôme de garde forestier, mais avec le temps, j'ai développé des aptitudes, développé d'autres formations pour faire le travail de technicien forestier. La formation de garde forestier se ressemble beaucoup, moins, je dirais, moins poussée sur certains secteurs, mais globalement, quelqu'un qui voudrait faire le travail de technicien forestier, c'est une formation d'études collégiales. 3 ans d'études collégiales. Il y a divers collèges qui le donnent ou qui le donnaient. Gaspésie, Québec, si je me souviens bien, il y en a un dans le coin de Rimouski ou Gaspésie, là, mais il y a divers cégeps qui donnent la formation. Le côté intéressant des Laurentides d'un point de vue de formation, c'est à peu près l'endroit où on retrouve le plus d'essences diverses au Québec. Donc, si vous avez suivi votre formation à un endroit où on rencontre seulement de l'épinette, puis du bouleau, puis du peuplier, quand vous allez arriver pour travailler dans les Laurentides, ça risque d'être un peu plus complexe. Mais la chance d'avoir une formation dans la région, c'est ça, c'est d'avoir les multiples essences qu'on peut retrouver dans une forêt. Fait que conseil aux jeunes d'un côté formation, allez suivre votre DEC dans les cégeps qui offrent la formation. Le type de formation, il y a une école à Mont-Laurier qui donne une formation dans différents types de travaux à faire. Et il y a à Québec aussi. Il y a des cégeps ou des choses comme ça, des écoles qui donnent le cours. Moi, comme je disais, je n'ai pas suivi le cours tel quel. J'ai vraiment appris depuis que je suis jeune à faire ce métier-là. Le plus grand défi, c'est Dame Nature.
On a la pluie, on a la neige, le froid, les insectes, la chaleur, les grandes chaleurs l'été. Fait que je pense que ça, c'est le plus gros défi de s'adapter à Dame Nature. Autrement, je dirais, c'est ça, comme Martin disait, il faut aimer la solitude. Donc, pour ma part, je pense que c'est plus ça les plus grands défis du travail. Bon, en soi, oui, il y en a un paquet d'autres, là, mais globalement, j'ai plus tendance à dire que pour ma part, c'est le plus gros défi qu'on rencontre. Pour la relève, les conseils que je leur donnerais à des jeunes qui voudraient se diriger dans ce travail-là, c'est un travail vraiment passionnant. Ça, de ce côté-là, rien à dire, c'est vraiment, vraiment passionnant. Par contre, comme j'expliquais un peu plus tôt, au moment, dans l'entrevue dans le bureau, c'est un paradoxe où il faut aimer être seul et il faut aussi aimer travailler en équipe. Donc, de ce côté-là, souvent, les jeunes forestiers ont tendance à beaucoup aimer aller en forêt, mais le travail, c'est pas juste ça. Et le conseil que je donnerais à un plus jeune, globalement, c'est hyper passionnant, c'est le fun d'aller en forêt, c'est enrichissant de côtoyer la nature, mais par contre, je leur dirais, n'oubliez pas aussi la fin de votre carrière. Moi, j'ai 55 ans, ça fait 35 ans que je fais ça. Je suis heureux d'avoir pu développer d'autres aptitudes que juste d'être en forêt. Fait qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir un travail qui est peut-être un peu moitié-moitié, d'être en forêt et aussi de faire du travail de bureau. Et ça, je dirais aux jeunes, continuez à suivre les formations, continuez à vous tenir à jour. N'hésitez pas à adopter les nouvelles technologies qui sortent parce que ça, on les voit, là, ça sort d'année en année. Et c'est le seul conseil que je pourrais leur donner. Autrement, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant, mais amenez-vous vers la fin de votre carrière là, pour être capable de dire, ben j'ai d'autres cordes à mon arc que plus de dire je suis capable d'aller en forêt. La première étape, c'est de bien se localiser. Donc, on a l'outil GPS avec toutes les cartes dont on a besoin. Présentement, ce que je fais, c'est un inventaire forestier. Donc, l'idée, c'est de voir quelles essences on retrouve dans cette forêt-là, la qualité des arbres, quelle grandeur, quelle grosseur, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un arbre qu'on a à mesurer. Je me sers d'un compas forestier. Donc, c'est gradué en centimètres. Donc, l'idée de base, c'est de voir le diamètre de cet érable-là. Donc, c'est un érable à sucre qui a 44 cm. Avec notre outil, on note le tout à l'intérieur de l'outil. Donc, c'est réglé pour ça. Et l'autre aspect qu'on va faire, c'est identifier la qualité de cet arbre-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche des défauts. On voit qu'il y a un peu de champignons ici. Dans la cime, elle est globalement très, très belle de cet arbre-là. Quand on regarde, on fait le tour, c'est important. Ça demande beaucoup de minutie pour essayer de trouver les défauts de cet arbre-là. Mis à part ces petits champignons-là, il me semble bien beau. Donc, ça semble être une belle érable à sucre. Donc, ça fait partie de l'inventaire. Dans ce point-ci, on en mesure plusieurs pour avoir le portrait global de la forêt à la fin. On va prendre des notes aussi sur la régénération, les espèces à statut précaire qu'on pourrait trouver. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une attention sur tout, sur l'arbre, mais aussi sur tout ce qui entoure d'un point de vue forestier, la régénération, etc., etc. Donc, après l'inventaire qu'on a fait, on compile tout ça, on vient au bureau et avec l'aide de l'ingénieur forestier, on va établir une prescription sylvicole.
Suite à cette prescription-là, le travail d'un technicien forestier va venir d'identifier les arbres qui seraient malades, donc il faudrait qu'ils soient récoltés au sein de cette forêt-là. Donc, marquer les arbres avec la peinture, on a différents moyens de savoir, mais l'idée de base, c'est de respecter la prescription sylvicole que l'ingénieur forestier a fait. Suite au marquage, on appelle les travailleurs forestiers, les travailleurs un peu comme Martin vous expliquait un peu plus tôt. Et après ça, c'est Martin qui va exécuter le travail qu'on a sur les arbres qu'on a identifiés à marquer, à couper. Bon, moi, je vais abattre un arbre que le technicien a marqué. C'est un arbre qui est mort. Ça fait qu'il faut l'enlever. Ça fait que moi, je vais l'abattre avec ma scie mécanique. Voilà, c'est terminé, l'arbre est abattu. C'est de prendre les morceaux, on les met sur le côté, vu qu'ici c'est un sentier, c'est de les tasser, et puis on met la branche de côté aussi. Cette semaine, pour l'arbre de la semaine, on va vous présenter le hêtre à grande feuille. Ici, à côté de moi, j'ai un hêtre à grande feuille. Ça peut ressembler beaucoup au charme de Caroline qu'on a parlé dans un autre épisode. Ils sont très faciles à différencier pourtant, malgré que l'écorce et les feuilles leur ressemblent. On va prendre une feuille de charme de Caroline et une feuille d'hêtre à grande feuille. La feuille de charme de Caroline est doublement dentelée, puis elle est très fine, la feuille. Elle est très mince, puis elle est très fragile. La feuille de l'hêtre, à chaque nervure, est terminée par une dent, à chaque fois. Fait qu'une nervure, une dent. La feuille est beaucoup plus coriace aussi, beaucoup plus solide, beaucoup plus épaisse. Pour l'écorce maintenant, le charme de Caroline a une écorce qui est vraiment, un tronc qui est vraiment ondulé, torsadé. Le hêtre à grande feuille, lui, va avoir une écorce qui est lisse, quand même assez cylindrique, le tronc. Puis on peut le comparer, quand ils deviennent assez gros, on peut le comparer à une patte d'éléphant. Il va devenir vraiment gros, lisse, gris comme une patte d'éléphant. Même des fois, au sol, ça va ressembler à des doigts d'éléphant. Le hêtre à grande feuille va souvent être en compétition avec les érables à sucre dans les érablières. C'est un arbre qui est quand même assez agressif. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de combattre le hêtre à grande feuille dans les érablières. C'est pas une tâche qui est très facile parce que c'est un arbre qui est très agressif. Souvent, quand on se promène dans une forêt de gros hêtres, on peut souvent voir sur les gros spécimens des traces de griffes. Ça va être des traces de griffes d'ours. Pourquoi les ours montent dans les hêtres? Parce que dans le fond, les hêtres produisent une petite noix qui s'appelle une faine, qui est très bonne puis que les ours raffolent. C'est un mets de prédilection des ours à l'automne. C'est plein de protéines. Ils vont faire des grosses réserves de graisse avec les faines de hêtres. Fait que souvent, on va voir dans des grandes forêts, on peut rencontrer plus d'ours. Puis on va aussi voir des arbres qui sont marqués par les griffes d'ours qui vont monter jusqu'au sommet, même des gros individus. Comme vous avez pu le constater à travers les différentes entrevues, le travail en aménagement forestier va bien au-delà de la récolte d'arbres. Il est temps de passer par-dessus le préjugé qu'on a du bûcheron qui part avec sa scie et de voir la possibilité et toute la technologie qui est maintenant derrière les carrières en aménagement de la forêt. Si vous désirez en savoir plus, s'il y a un métier qu'on n'a pas touché pour lequel vous voulez avoir de l'information, n'hésitez pas à aller nous visiter sur notre site web tableforêt.ca ou encore visiter le site touchedubois.org. Et vous savez quoi? On peut même vous organiser des stages d'un jour en entreprise. Je vous dis à la semaine prochaine!